Aujourd'hui, on va parler de la data. Qu'est-ce que c'est? Comment on l'utilise? Où est-ce qu'on récolte toutes ces données? On va suivre le parcours de Christophe Kouadio qui a bien voulu nous partager son chemin, sa route, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Il est consultant en data. Suivons ensemble son histoire. Bonjour à tous et bienvenue sur Eureka Talent. On se retrouve pour découvrir un nouveau parcours. Aujourd'hui, on retrouve Christophe Kouadio qui va nous parler un petit peu de ce qu'il a fait dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. On va parler de data et pas que. Donc, bonjour Christophe. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Sympa. Bienvenue. Très heureux d'être là. Oui, je sais que je suis très heureux d'être là. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc, on a 4 rubriques. Je sais que tu as regardé des vidéos, mais je t'explique tout de même. D'abord, c'est Christophe, qui tu es, après ton parcours. On va aussi parler de ton métier au quotidien, ce que tu fais tous les jours dans ton travail. Et à la fin, c'est une surprise. D'accord, ok. Voilà. C'est une surprise. D'accord. Donc, la première question, c'est pourrais-tu te présenter, s'il te plaît? Donc, je suis Christophe Kouadio. Je suis d'origine ivoirienne et je travaille en tant que consultant en data. Consultant en data. Ouais. Sur Eureka, on parle des métiers, on parle de choses intéressantes, de parcours de gens. Pourquoi tu as accepté aujourd'hui de passer sur notre plateau? Alors, j'ai accepté de passer pour aussi, parce que récemment, j'ai eu la même problématique qui m'a été posée, à savoir, mais parle de ton parcours, il est peut-être intéressant, tu pourrais inspirer d'autres jeunes, tu pourrais leur susciter une vocation, et je reçois énormément de questions de jeunes qui ont besoin de savoir en gros ce que je fais, où est-ce qu'ils souhaiteraient aller, quelle orientation ils prendraient après leurs études, après le bac en soi. Et j'ai trouvé l'opportunité intéressante de passer aujourd'hui et de parler un peu de comment moi j'ai pu mûrir mon idée de devenir ce que je fais en ce moment et par quelle étape je suis passé. Et puis aussi peut-être on parlera de d'autres choses dans la vie qui pourront aider ces jeunes à prendre des décisions. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on a fait une émission Sophos à ce sujet où on parle de l'insertion des jeunes. Donc, on a parlé d'orientation, on a parlé de pourquoi les jeunes ne sont pas inspirés aujourd'hui. Exactement, Qu'est-ce qui fait que à 18 ans après ton bac, tu sais pas ce que tu fais à faire et c'est le blackout total. Ouais. Donc, on a parlé un petit peu de ça. Et je vous invite à aller voir la vidéo du coup. Et quelles sont les grandes étapes de ton parcours sinon? Alors, les grandes étapes de mon parcours, c'est mon bac. Donc, j'ai un bac scientifique, donc série D, chez nous on dit en Côte d'Ivoire comme ça. Ensuite, c'est mon passage en Algérie, parce que très peu de personnes le savent, mais j'ai aussi étudié en Algérie. Et enfin, c'est mon diplôme en IA, obtenu à l'université de Paris-Descartes, et c'est mon métier actuel. D'accord. Ouais. Et pourquoi tu choisis d'aller en Algérie? C'est Côte d'Ivoire, Algérie alors, et France. C'est Côte d'Ivoire, Algérie et ensuite France. Alors, pourquoi j'ai choisi d'aller en Algérie? Est-ce un choix ou le du destin? Oui, il y a le Maroc. Mais... Généralement, on choisit le Maroc. Alors, oui, généralement, on choisit le Maroc, mais je pense que j'ai pas pu aller au Maroc parce que je suis arrivé très en retard pour la concession des dossiers après le bac. Et il restait que l'Algérie. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas... Géographiquement, je connais, j'ai une très bonne culture géographique et historique et tout, donc je connais. Je me suis de l'Algérie? Pas seulement de l'Algérie, mais avant même que tu partes, tu avais... Oui, avant même que je parte, tu sais qu'au bac, au lycée, chez nous, on étudie dans l'histoire les grandes guerres et on étudie aussi la guerre d'Algérie, tout ça, donc je connaissais quand même l'histoire de ce pays à minima, et donc je me suis dit, écoutez, pourquoi pas. Après, j'avais aussi une fois l'envie de quitter le pays. Donc... C'est la vraie raison, en fait. Ouais. D'accord. Et tu fais un bac D et tu m'as dit, en fait, avant qu'on ne tourne l'émission, que tu voulais étudier la médecine nucléaire. Ah, oui. En fait, explique-moi. La médecine, déjà, d'accord, mais nucléaire, à quoi ça sert? Alors, faut dire que moi, mes vocations, je les ai tout le temps tirées de ce que j'ai vu ailleurs. Donc, je m'inspire beaucoup, en fait, de gens qui sont avant moi. Donc, un bon jour, je suis en train de regarder la télé. Donc, je crois que c'est le journal télévisé. À quel âge? Je me souviens plus de l'âge. Plus personne ne regarde le journal aujourd'hui. Mais c'est à l'époque, j'étais encore au lycée ou mais ça, au collège. C'est bien, hein, parce je me souviens plus de l'âge. Et il y a un reportage qui passe sur un monsieur qui vient des États-Unis. Donc, je crois qu'on Ivoirien qui travaille aux États-Unis, mais qui est médecin. Qui fait de la médecine nucléaire. Et je me dis, tiens, mais ce monsieur, il est unique en fait. Il fait de la médecine nucléaire. Moi, je veux faire de la médecine. Mais jusqu'à là, j'ai pas encore de spécialité sur ce que je veux faire en médecine. Mais là, tiens, ça peut être intéressant de faire de la médecine nucléaire. Parce que demain, s'il n'est plus là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la relève. Donc, c'est comme ça que je me suis mis ça en tête de faire de la médecine. Et pendant longtemps, ça a été mon rêve, ça a été une vocation que je gardais à côté. Je me disais, après le bac,
sûrement, j'irai faire de la médecine, j'aurais fait tel type de médecine et ainsi de suite. Donc c'est bien parce que même si aujourd'hui tu n'as pas atterri dans la médecine, tu fais de la data, mais déjà très jeune, t'avais quel âge à peu près à ce moment-là? Alors, je devais avoir 16 ou 15 ans. Déjà à 16-15 ans, tu avais un but, tu savais que ah ben moi je veux faire ça, ça, ça. Enfin, tout était calé. Comment ça allait arriver? Tu as cherché, ah je dois faire telle étude pour tel parcours, etc., etc. Et ça montre que en fait, je vais pas dénigrer la jeunesse d'aujourd'hui, hein, mais il y a certaines personnes dans la jeunesse qui se démarquent parce qu'elles savent où elles vont, elles savent ce qu'elles veulent. Et tu me fais penser au parcours de Karine, qui est passée sur le plateau. Elle regardait que Arte. Elle regardait que Arte. Ouais. Elle dit, j'étais fan de Arte, même aujourd'hui je suis fan de Arte. Et elle fait une thèse en cosmochimie, donc elle étudie les météorites. Oui, on a des gens vraiment avec des parcours un peu, enfin, très atypiques sur ce plateau. Coup, Et donc, en fait, c'est Arte. Elle regardait ça très jeune. C'est Arte qui a fait qu'aujourd'hui, elle est en thèse parce qu'elle s'est dit, ah, mais ça doit être trop bien et tout. Donc, l'importance de regarder la télé, c'est vrai, mais pour les bonnes choses. Toi, tu as regardé le journal télévisé, c'est là que tu as vu que, il y a la médecine nucléaire qui existe. Donc, je vais faire ça plus tard. Enfin, c'est bien. Enfin, je me dis, on regarde. Clairement, c'est un peu comme Karine. En fait, je regardais beaucoup de choses. Enfin, enfant aussi, je lisais beaucoup. Je regardais beaucoup de documentaires. J'allais beaucoup sur Internet, mais vraiment énormément sur Internet. Et dis-toi qu'à l'époque, c'était les cybercafés. Donc, j'allais vraiment au cybercafé juste pour taper dans Google des trucs. Et je passais mon temps à lire pendant des heures. Et assez curieux que j'étais, j'avais la chance aussi, je parlais beaucoup, donc quand je parlais avec des grandes personnes, je leur posais énormément de questions sur ce qu'elles font, sur comment est-ce qu'elles ont atterri là, et assez curieux, j'avais une grande sœur au quartier qui gérait un cybercafé et qui m'aimait beaucoup. Donc, des passes gratuites ou pas? J'avais des passes gratuites. Parce que de temps en temps, je faisais aussi le webmaster forum, les dépannages, sur des petits trucs, voilà, c'était intéressant à 14 ans. Donc, à l'instar du journal télévisé, il y avait des livres, je pouvais voir un auteur qui a écrit tel livre, je me disais, ah bah tiens, lui, il a tel parcours et tout. Tu vois, par exemple, sur les livres, on a tout le temps... Un routeur ou un brouteur? Non, un auteur. Un auteur, pardon. Un auteur, attention. Hein. Je veux dire, j'ai loupé quelque chose? Non, un auteur et je lisais son parcours et je me disais, ah, tiens, il a un beau parcours, je vais essayer de faire comme lui. Parce que j'ai reçu ce conseil aussi à l'école primaire de la directrice de l'école que je fréquentais qui disait, Christophe, dans la vie, c'est simple en fait, on copie toujours les bonnes manières. Donc, quand je voyais quelqu'un ou quelque chose qui était bien, qui, disons, était moralement bien et qui allait me permettre d'avoir une bonne trajectoire, bah, j'essaie de faire de même. Donc, c'est ainsi que j'ai à chaque fois aiguisé ma vocation ou aiguisé en fait mon orientation jusqu'au bac, à la sortie du bac. J'avais 3, 4, au moins 5 choix qui sont prêts à moi. Tellement de choix, je savais pas quoi faire. Bah si, c'était quand même séquencé, je savais que je voulais faire ça. Parce que chaque fois, on a beaucoup de choix, on sait pas trop. Bah non, moi c'était par ordre, je veux faire ça, si je peux pas, ça, ainsi de suite. Parfois il y a des choix qui peuvent pas se faire parce qu'on n'a pas les moyens de faire ce genre d'études, parce qu'il faut des écoles peut-être spécialisées ou des écoles privées. Et parfois il y a des concours de circonstances qui font aussi qu'on ne peut pas. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire pour la médecine. On n'avait pas d'université. Donc après la crise de 2011. Oui, de 2011, 2010-2011. Donc aller en médecine c'était compliqué, il fallait attendre une année et moi je voulais pas attendre, ainsi de suite. Donc si pas médecine, il y a quand même un deuxième choix dans ma liste. Donc je savais clairement que je ferais ça ou ça. Mais c'est ça, c'est que tu t'es pas empêché de rêver parce que il y a pas telle ou telle chose. Tu as fait plan A, B, C, D. La liste était encore très longue. Ah, je rêvais beaucoup. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a plus. C'est ce qu'on a plus parce qu'on regarde dans nos poches. Ah, j'ai pas telle chose, donc je peux pas faire telle chose, je passe à autre chose. Mais en fait, le rêve, ça coûte rien. Absolument pas. Ça coûte rien, en fait. Ça coûte rien, c'est gratuit. Il faut continuer à rêver, il faut tout le temps rêver. C'est comme ça qu'on se nourrit aussi d'énergie positive et de bonnes pensées, et même d'orientation, disons, en fait, parce que c'est le rêve qu'on a. Et moi, j'avais une manie, c'est que j'avais un rêve et je voulais faire telle carrière. Du coup, ça me permettait de me préparer. Pendant mon année, je savais que je bossais pour pouvoir faire telle chose. Donc, je bossais ci, je bossais ça. Et pour revenir à la question du bac, en fait, pourquoi le bac D? Parce que quand je me suis dit, bon, je vais faire la médecine. Si je fais pas faire de médecine, je ferai de l'agronomie. Donc, ça sert à rien pour moi d'aller me fatiguer dans une filière où je vais pas toucher à l'agronomie, je vais pas toucher à la médecine. Donc, faut rester en D. C'est là que tu fais vraiment les sciences nat et tout.
D'accord, en fait, tu avais une tête bien pleine avec des rêves et des objectifs bien fixés à ton jeune âge. Et enfin, tu me montres vraiment que c'est pas impossible d'avoir un jeune âge. Des fois, on dit, oh, il est jeune, il sait pas, c'est pas grave, mais enfin, il y a des jeunes qui savent à 14 ans où est-ce qu'ils veulent aller, même s'ils atterrissent pas là-bas, mais enfin, quand tu as une feuille de route, c'est toujours bien. C'est toujours mieux. Et donc, aujourd'hui, tu es dans la data. Mais avant de parler de data, c'est quoi la médecine nucléaire? Ah, alors la médecine nucléaire en fait c'est simplement la médecine qui consiste à administrer en fait au patient pour pouvoir soigner une pathologie ou une maladie quelconque de faible quantité de principes radioactifs. D'accord. Donc on va utiliser ces principes-là pour guérir la maladie à un endroit ou à un autre et voilà. Bon, je suis assez loin de ça, j'ai laissé tout ça depuis le lycée donc pas assez de connaissances approfondies là dans le domaine, mais c'est sûr que à l'époque, j'étais sûr que oui, ça m'intéressait énormément Ouais, parce que tu voulais perpétrer l'idée d'avoir un médecin d'un médecin nucléaire, je sais pas nucléaire en comment on Côte dit, mais d'Ivoire. donc tu laisses ton choix de médecine nucléaire, tu vas faire autre chose, tu vas vers l'informatique. Donc bon, je comprends que c'est parce qu'il n'y avait pas d'université à ce moment-là, 2010-2011. Enfin, pourquoi tu vas vers l'informatique et pas vers quelque chose qui n'est pas totalement différent de ça en fait, De parce la que médecine, médecine, ouais. voilà. Comme je disais tout à l'heure en soi, c'est que j'avais plusieurs choix devant moi quand je sors du bac. Enfin, que je m'étais déjà fixé avant le bac, c'était je fais ci, ça, Après, ça, tu pouvais ça. faire agroalimentaire. Je pouvais faire de l'agroalimentaire, mais l'agroalimentaire, pour moi, je ne me voyais pas la faire en dehors de l'université ou de l'INPHB. Hmm. Donc, n'ayant pas été orienté à l'INPHB, pour moi, bah, c'est mon choix B ou C qui vient à moi. Je vais direct en informatique. De Mhm. toute façon, j'avais prévu faire des études en informatique après le bac Mhm. et j'y vais direct en fait. Donc j'avais plusieurs choix d'orientation. Je me Ouais. disais bah je vais faire médecine ou je vais faire agro ou je vais faire droit politique ou alors je vais faire l'informatique. Ok. Alors c'est vrai que l'informatique c'est un peu en bas dans la liste mais finalement c'est aussi un concours de Mhm. circonstances. Je suis orienté en informatique et puis Ouais. j'y vais et voilà. Mais donc tu fais l'informatique en Algérie, hein? Je fais l'informatique en Algérie, oui. D'accord. Et spécialement, c'est quoi c'est Math Info, c'est ça? Je décroche en fait une bourse d'études pour directement aller faire des études en maths et informatique. Tu fais de la licence 1 De jusqu'à la la licence licence jusque ainsi de suite. Ouais. jusqu'au master. Ouais. Tu as eu ton master et tout. Ok. Et donc euh, après ça, tu as déjà expliqué pourquoi tu voulais aller en Algérie et tout et que c'était pas Ouais, ouais, c'est pas c'était pas voilà, c'est pour moi il fallait faire des études enfin, je voulais faire des études à l'extérieur. Je L'opportunité est arrivée, j'ai obtenu la bourse d'études et je suis Hmm. allé en Algérie pour et heureusement, je suis orienté encore en maths et informatique donc ça me va, ça me convient, ça fait partie de ce que je voulais faire depuis Mhm. le début et puis voilà. Et donc, quand tu sors au Master 2 en Algérie, tu as quoi comme tu es Master 2 en quoi? En maths info? Alors en Algérie, je fais une licence Ouais. j'ai une licence en informatique et ensuite je poursuis un master, donc un master 1 en système en système informatique et donc c'est un peu un tronc commun Oui. couplé d'informatique, de dev, mais surtout d'études de recherche en fait aussi sur la data. Donc une partie Mhm. d'intelligence artificielle, on va dire 40% d'intelligence artificielle. Mhm. Donc où on parle aussi de web sémantique, on parle de réseaux de neurones Ok. et avec une introduction un peu plus axée sur tout ce qui est data science. D'accord. Et donc, c'est de l'Algérie que tu Et de l'Algérie rejoins que je la rejoins France? la France, donc l'université Paris Descartes où je vais pleinement faire un master IA Et, assorti d'une spécialisation en data science. d'accord. Et pourquoi tu fais le choix de... Bon, je pense que ça, on en parlera après. Oui, on en parlera après. Et donc, tu te retrouves en France, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, Non? Tu as soupiré avant. bah, comme tout étudiant étranger qui arrive en France, bah, c'est pas tout le temps que ça se passe bien, tout ne va pas forcément bien dans le moyen Mhm. monde. Mais il faut dire que l'Algérie, c'est quand même En plus, t'arrives à Paris, un en bon fait. tremplin pour arriver en France, contrairement à pas mal de gens, faut le reconnaître. Moi, À Paris. j'arrive à Paris, je suis pas forcément dépaysé, je suis pas forcément dans un L'Algérie, c'est environnement pareil que la différent. France, à peu près? Alors,
pas pareil à tout point, mais déjà là, en Algérie, j'étais déjà étudiant à l'étranger, j'étais déjà à l'étranger, j'arrive en France, je suis toujours étudiant à l'étranger, donc c'est déjà une continuité avec plus de commodité, je dirais, de facilité de vie qu'en Algérie, c'est tout. D'accord. Et là, on pourrait dire, ah, tout va bien dans la vie de Christophe, ça s'est bien passé, parcours lisse et tout. Alors, parcours liste, non, pas forcément, parce que j'arrive sans expérience. Alors, moi, quand j'arrive en France, je commence mon master en IA en plein Paris. Je sais pas, j'ai jamais travaillé en entreprise, j'ai pas d'expérience. Il faut que à un moment donné, alors je pense que comme pas mal d'étudiants étrangers, il y a aussi quelques difficultés liées au mode d'apprentissage. Il y a beaucoup de changements qui se font, qui s'opèrent, et faut que je fasse un stage. J'ai jamais été en entreprise, je me mets à chercher un stage et je me rends compte que en fait il y a aussi ce petit blocage là. On cherche un stagiaire, mais on cherche un stagiaire qui a de l'expérience, et moi j'ai zéro expérience, et donc là ça devient une priorité pour moi. Il faut que je fasse de l'expérience, et là je me lance à la recherche d'un stage aussi. Ça a été dur ou pas? Ça a été dur, très dur pour trouver le stage. Ça fait combien de temps à peu près? Là j'ai cherché pendant des mois, j'ai envoyé des centaines de candidatures, j'ai passé que 2 entretiens. Une centaine de candidatures envoyées, et ces 2 entretiens, c'était les 2 retours positifs que j'ai eu en fait. Dieu merci alors. Et voilà, c'est comme ça que tout a démarré. Ok. Et tu as parlé d'enseignement tout à l'heure. Est-ce que l'enseignement que tu as reçu en Algérie est, je dirais pas différent, mais est-ce que tu as eu du mal à t'adapter avec l'enseignement que tu as reçu à Paris Descartes ou pas? Alors c'est quand même différent. C'est 2 environnements différents. Faut dire qu'en Algérie, on est dans un pays qui parle arabe déjà comme première langue, ensuite le français. Donc parfois on va arriver en cours, on n'aura pas la langue française qui est enseignée, mais c'est vrai, les professeurs font vraiment leur effort et ils font de leur mieux, et ça se passe super bien. Et je pense que on est même déjà préparé, nous, à beaucoup bosser quand on est au pays que par rapport à l'Algérie, et même quand on arrive en France aussi. Donc on s'adapte. Et on arrive tout le temps à s'adapter, et ça se passe bien. L'enseignement n'est pas le même, les conditions sont pas les mêmes. On a peut-être beaucoup plus de challenges, beaucoup plus de pression dans l'université française, mais la qualité il y a aussi dans l'université algérienne, faut le dire. Ouais. Bah, c'est bien. Et les échecs meublent notre vie. Je suppose que dans ton parcours depuis que tu allé à l'école jusqu'à aujourd'hui, tu as connu des échecs, et j'aimerais qu'on puisse parler d'un échec en particulier, celui que tu as vécu en 3e. Tu as obtenu ton brevet, tout va bien, et par contre, il y a quelque chose qui se passe, tu as une mauvaise note à un moment de ce brevet-là. Comment tu gères ça? Comment tu arrives à te dire que je ne suis pas si invincible que ça, parce que finalement tu m'avais dit que tu te sentais un peu pousser le petit melon, et que finalement faut dire en fait que on est au collège, on choisit nos matières, tous nos matières phares, et celles dans lesquelles on se dit non, ça c'est ma matière, ça moi je suis le meilleur ici, et puis celles qu'on néglige, et ainsi de suite. Et celles dans lesquelles on ne fait pas forcément d'efforts. En anglais, je fais pas forcément d'efforts quand je suis au collège. Je suis pas le meilleur de ma classe en anglais, mais j'ai pas besoin de faire d'efforts. Dans telle matière, je fais pas d'efforts. Dans telle autre matière, je fais pas d'efforts. Et pour moi, obtenir un 15 en anglais, c'est normal. Obtenir un 17 en mathématiques, c'est normal. Donc, le couronnement ou ce qui vient valider tout ça, c'est le brevet. Quelle sera ta note au brevet? Et c'est ainsi. Mais c'est sûr qu'en Côte d'Ivoire... Et on est en Côte d'Ivoire, c'est vraiment... il y a la mention qui compte. Il y a la mention qui compte, il y a le tableau d'honneur qui compte. Tu as toujours eu ton nom au tableau toute l'année. Parce que dans mon collège, c'était comme ça. Chaque trimestre, la liste est affichée. Donc, faut qu'il y ait ton nom. S'il n'y a pas ton nom, oh là 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 là. C'est... Voilà. Et donc, j'arrive au brevet. On passe le brevet. Ça se passe bien. Je réussis. Donc, j'ai mon brevet. Sauf que la note arrive, et puis, dans une matière phare, et puis je tombe. Une matière que tu avais bossé et que tu dis ça, c'est mon... c'est une matière qui me correspond, qui me caractérise, dans laquelle je me dis, bon, je suis pas forcément le meilleur de l'école, non, pas du tout. Mais je fais partie quand même... t'es bien, quoi. Ouais, je suis bien dans cette matière, quoi. C'est ma matière en soi. Et là, par contre, descente... drastique. Drastique, et je me dis, tiens...
je me souviens encore, les gens me disaient à l'époque, oui, mais c'est bon, tu as eu ton Bah examen, oui, tu es enfin, content. Je dis, bah oui, j'ai eu mon examen, j'ai pas eu mon examen avec la note que tu que voulais. je voulais. C'est pas la note que je voulais. Et là, ça a été, oui, pour moi, ça a été un échec aussi. Comment on se relève de ça? Qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? Bon, on verra ça par la Ben, suite. tu sais, par rapport à ça, c'est que moi, j'ai fait une seconde C, une première D, et je suis allée faire une terminale A2. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis en classe, et puis les maths, ça va, c'est coefficient 2, je m'en sors très bien, parce que je suis plus en train de calculer les limites de machin en temps, tu vois, c'est des trucs, c'est des choses du moins soft, c'est light les maths. C'est moi qui expliquais les choses au tableau et tout, tu vois. J'étais un peu la craque des maths en classe. Et je vais au bac. Je crois que j'ai 10, pas plus. 10/20. Quand je me suis dit, aïe, Je- toutes les filles de Juste la ce qu'il classe faut. m'ont demandé, mais t'as eu combien en maths? J'avais envie de dire, j'ai eu 10 en maths parce que j'étais, enfin, je dirais pas la plus forte, mais quand même, je me défendais bien en Bah, classe. c'est exactement ce Par qui m'est contre, arrivé. allemand, Ouais. j'ai eu la moyenne, alors que ça faisait 2 ans que j'avais pas fait d'allemand. Bah, C'est vrai. c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est ce que j'ai vécu. Je pense que c'est ce qui ne m'a pas forcément Hmm. aidé par la suite parce que pour moi, c'était primordial d'avoir cette note pour pouvoir être orienté dans l'école Que tu que je voulais. voulais, que je visais. On avait tout calé avec mon pote et tout, Mhm. mon pote en classe et tout. Mhm. Bon, mon pote, il est parti quand même, hein, parce qu'il a eu la note exacte comme il fallait. Lui, il est parti dans cette école et moi, j'ai Mhm. pas pu. Et, et on le vit pas forcément bien. C'est des parcours, en fait. C'est une étape dans son parcours qui marque. Mais par Mhm. la suite, on se relève, hein, on se relève, on ne baisse pas les bras et on se donne encore les moyens, parce que les Ouais. moyens, je me les donne depuis enfant, grâce à mes parents, grâce aux conseils aussi que je reçois, grâce aux mentors que j'ai autour de moi, Mhm. et grâce à l'esprit que je me suis forgé, ça me permet de me relever. Et puis, Je pense qu'en fait, ça, c'est le message que tu dirais à quelqu'un qui est dans la même situation, qui se dit, ah, mais j'ai échoué là et tout, enfin, je suis ado et tout. Ta vie s'arrête pas là, en fait. C'est que tu peux non, rebondir à n'importe quel moment. clairement, la vie s'arrête pas là, et Après, je tu le dis oublies, tout de le tous les temps, cas. quand on est ado, on a une vision de la vie qui est quand même assez limitée, généralement. Généralement, on a une vision qui est aussi édulcorée par nos rêves, par les retours qu'on a de Mhm. ceux qui sont en face de nous, de nos devanciers. Mais quand on connaît un échec ou quand on est en une phase un peu bancale, non, faut surtout pas se dire que c'est la fin du monde. Faut juste garder les pieds sur terre, se recentrer, Mhm. c'est important, et se remettre au travail. Et puis, C'est vrai ce que tu dis. En plus, tu as parlé de mentor. On a fait une vidéo, en fait, avec Charlotte, elle s'appelle, elle est chef de secteur, et elle a parlé de l'importance du mentorat, de se faire accompagner, parce que, ben, c'est pas toujours facile, en fait, dans la vie, que ce soit dans les études, dans le travail, dans la vie personnelle, de passer par certaines difficultés, et on sait pas à qui se référer. Mais des personnes comme toi, comme, bah, Charlotte, comme Eunice, comme moi aussi, on peut accompagner, et justement, des chaînes comme Eureka qui peuvent t'aider à te dire, ben, ok, je vais écouter telle émission, ça va me donner une perspective de ce que c'est que le métier de consultant en data, ce que c'est que le métier de chef de secteur, etc., etc. Bon, c'était pour faire la petite pub et de parler du mentorat parce que c'est important non, c'est de super faire important du d'avoir un mentorat. mentor. C'est super important quand on est jeune, hein, de parler, de s'ouvrir, de poser des questions, d'être curieux. Moi, j'en ai eu plein au cours de mon parcours, hein, des personnes, des Mm. dévanciers que j'allais voir ou que j'observais, à qui je posais des questions. Et même aujourd'hui, si je le peux, à toute fois où je le peux, je n'hésite pas à répondre à une question à un jeune qui me contacte, qui me sollicite en DM sur LinkedIn ou qui me connaît personnellement, qui me pose une question, à ma petite sœur et tout, à leur Mm. apporter une, une réponse à une question, à une problématique quelconque en fait Mm. qu'il ou elle a sur un sujet, sur un domaine, que ce soit pour l'orientation, c'est super important Mm. d'observer et de copier les bonnes manières et de surtout prendre le temps d'aider aussi ceux qui sont derrière Ouais, nous, qu'on peut tirer vers le haut. c'est ça. Et après, enfin, je vais poser cette question après, mais tu as parlé des parents tout à l'heure. Et tu as parlé de parents dans le parcours des études, etc. Toi, ma question c'est, selon toi, qu'est-ce qu'un parent devrait faire ou pourrait faire pour aider son enfant dans la scolarité? Même si c'est, comment on va dire,
Même si l'enfant il s'en sort très bien et que tout est lisse et tout va bien, on n'a pas forcément besoin de le suivre. Est-ce que tu penses qu'un parent devrait faire quelque chose en particulier pour ce type d'enfant-là? Parce que généralement, on suit les enfants pour qui c'est compliqué. Va faire tes devoirs ou on va te prendre un répétiteur, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que tu as vécu? Comment tu pourrais aider un parent aujourd'hui à faire Alors, mieux? je dirais pas c'est simple parce que rien n'est jamais simple. Mhm. Faut susciter de la vocation, en fait, chez l'enfant. Quand on a un enfant, faut lui susciter de la vocation, faut Mhm. lui donner les moyens de, de s'ouvrir au monde. Moi, j'ai eu la chance d'être entouré de livres. J'ai eu la chance d'avoir un atlas. À la Un maison. atlas? Oui, j'ai Ah, eu la c'est chance bien. d'avoir une map monde. Donc, j'allais poser des questions. Je passais mon temps à tourner le globe, pour voir, mais ça, c'est quel pays? Il est Quel situé pays? C'est où? bien ça. J'ai eu la chance bon, est-ce que c'est la chance? J'ai eu la chance d'être forcé à lire, on m'a forcé à lire. Donc, un parent devrait, en fait, susciter de la vocation. J'ai eu la chance, de sortir avec les parents, aller visiter des endroits, aller faire des musées, aller à Mhm. tel événement qui me permettait de me poser des questions, donc de me poser des questions intérieurement, et ensuite je les posais aux parents, bah, ça c'est quoi, ça veut dire quoi, ça c'est pourquoi, et C'était un enfant curieux. j'étais un enfant très curieux, c'était horrible. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Donc c'est important en fait de suivre son enfant dans ce Mhm. sens, de vraiment lui susciter de l'évocation, d'être présent, c'est même la base pour lui, de faire confiance à Et l'enfant, ce, même s'il est excellent ou pas et excellent. ce, même s'il est excellent, ne jamais, 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 jamais arrêter de suivre l'enfant. Mhm. Lui faire confiance, c'est bien, mais ça reste un enfant. Ça reste un enfant, ça reste un Mhm. adolescent. Il n'aura pas cette vision, il n'a pas cette vision du monde qu'on a nous en tant que parents ou en tant qu'adultes. Donc c'est vraiment important de suivre l'enfant même de loin, de le suivre, de l'accompagner, de l'aiguiller pardon en fait sur son chemin, en lui donnant des petits tips à gauche et à Ouais. droite, en mettant à sa disposition les outils nécessaires pour qu'il puisse réaliser son rêve plus tard. Mhm. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à de susciter la vocation chez l'enfant. Et on en parle un petit peu dans l'émission Sophos, c'est pourquoi on va à l'école, pourquoi faut travailler, enfin, tu vois, il y a beaucoup Ça, de c'est des questions questions. existentielles, ça. Mais en fait, on peut faire les choses facilement si on nous explique le pourquoi, tu vois. Donc, je me dis, susciter la vocation en quelqu'un, peut-être qu'il veut être peintre, peut-être qu'il veut faire menuisier, je sais pas, plein de choses, mais si t'as pas mis plusieurs possibilités devant l'enfant, il peut pas choisir. Mais souvent, les parents, tu sais, on a tendance à dire, bah, ils ont tendance à dire que non, tu dois faire telle chose, parce que peut-être moi j'ai échoué dans telle chose, donc je veux que toi, mon enfant, tu réussisses dans telle chose, mais en fait, ça se trouve, il est pas fait pour ça, quoi. Ça se trouve, il est pas fait pour ça et que il doit juste suivre son propre chemin. Et ce, même s'il est excellent ou pas à l'école, quoi. Voilà. C'est ma petite contribution à ta Non, mais réponse. je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comme on parle d'enfants, on parle de milieu professionnel et tout ça, euh, qu'est-ce que tu penses de la comparaison dans le milieu professionnel ou même le milieu personnel, hein? Par exemple, on a reçu Yann, il a eu son bac à 15 ans, mais ça a été quelque part une petite pression parce que il s'est beaucoup comparé, il explique qu'il s'est beaucoup comparé à ses camarades de classe et il était dans la performance à chaque fois. Dans la performance parce qu'il devait prouver que, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu penses de la comparaison? Alors, la comparaison, c'est bien. Je dirais plus la compétition, c'est bien. Mais se comparer aux autres, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, en fait. Parce que chacun a son parcours, chacun a son chemin, chacun suit une trajectoire bien à lui. Et donc, il est vraiment important d'être en phase, en accord avec soi-même, de savoir ce qu'on veut. C'est peut-être la base où je dirais primordial, peut-être pas pour tout le monde, mais de savoir où on va, voilà, et de rester focus en fait sur sa trajectoire, sur son chemin. On peut se comparer ou on peut copier ce qui est bien chez l'autre. Si quelqu'un excelle dans tel domaine, qu'il est bien, bah s'approcher de lui, lui poser des questions, savoir comment il fait, comment elle fait, mais ne jamais se comparer à cette personne parce que certainement cette personne fait des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui pour être à ce niveau. Donc moi, Très philosophique j'ai ce que plus tu été viens dans de la dire. compétition, moi, que dans la comparaison. Et Hmm. si je me comparais, c'était vraiment pour copier ce qui était bon chez l'autre Hmm. et faire la même chose. Hmm. Tu étais dans la bonne comparaison, toi.
Et on a parlé de l'échec tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui tu as redéfini cet échec-là? Est-ce que tu te dis ah bah ça va, c'est pas un échec, je devais juste passer par là? Comment aujourd'hui dans ta tête d'adulte, comment tu abordes ce Alors, sujet? je l'aborde différemment, c'est sûr. Les années sont passées, j'ai eu le temps de faire d'autres expériences, donc je l'aborde différemment et je me sais qu'aujourd'hui, l'échec, en fait, c'est juste une étape. L'échec, c'est juste un moyen pour rebondir, c'est juste un moyen pour mieux faire. Moi, quand je reviens sur mon premier échec, c'est tout me tombe sur la tête, mais quelques années après, je rebondis, hein, j'ai encore de meilleures notes, je suis encore major et ainsi de suite, chose qui était quasiment impossible. Je me disais, c'est impossible, c'est fini. Moi, je suis plus celui qu'on dit que je suis, mais non, c'est pas vrai. Et l'échec, mieux vaut le connaître assez tôt. Mhm. C'est même mieux. Dans mon cas, ça s'est fait comme ça, et ça me permet aujourd'hui de relativiser, même Mhm. quand j'ai encore des échecs aujourd'hui, de me dire, ok, j'ai échoué là, c'est pas grave, je me remets en selle et je redouble d'efforts ou je travaille différemment, mais c'est jamais la fin en Mhm. soi. Comme je le pensais quand j'étais en troisième, pour moi c'était la fin, mais non, c'est pas la fin. Effectivement, c'est jamais la fin en soi. Aujourd'hui, tu es consultant en data. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier? Déjà, la data, c'est quoi? Dis-nous un peu. Alors, Pas te tromper, hein? la data c'est quoi? La data c'est l'information. Mhm. La data c'est l'ensemble des informations qui sont collectées, qui sont stockées, qui sont gérées, qui sont manipulées en fait. La data c'est un texte, c'est une image, c'est une vidéo, c'est toute information qu'un système en fait va collecter, va traiter et pouvoir gérer. Ok, donc oui, c'est vrai que la data, effectivement, en communication, on va parler de ton nom, ton prénom, ton adresse Exactement. email, Tout ça, c'est ça. c'est des informations sur toi Ouais. en On tant prend pour gérer la qu'individu, en publicité tant que derrière. client. C'est toute information qui va être utile pour le bon fonctionnement de l'activité de l'entreprise, si je me Mhm, réfère au monde de l'entreprise. mhm. Et en IA, on utilise beaucoup les données pour entraîner les modèles, ce genre de Alors, bah, il y choses. a pas de données, pas d'IA, pas d'IA, parce que c'est l'information, en fait, l'intelligence artificielle, elle va se baser sur ce qu'elle sait, sur les informations, pardon, qu'on lui a fournies, lesquelles, on l'a entraînée Mhm. pour pouvoir, de même prendre des décisions toute seule et pouvoir, même en générer de nouvelles, comme on en connaît aujourd'hui avec les LLM. Donc, pas de data, pas Pas d'IA en d'IA, rien soi, du tout en rien fait. du tout, en fait. Et concrètement, quels sont les types de projets qui te sont confiés? Quelles sont les problématiques sur lesquelles tu travailles au quotidien? Toi, dans une journée type, qu'est-ce que tu fais en fait? Bah, en tant que consultant data, en tant que data analyst, je vais accompagner des clients sur des problématiques bien à elles, hein. Vous savez, on a tellement de problématiques en entreprise. Ça peut être du décommissionnement d'applications pour la migration vers une nouvelle application. Ça peut être la création de tableaux de bord, de dashboard. Ça peut être des études statistiques Mhm. sur le churn, par exemple, qui vont permettre à l'activité en soi de soit prendre un nouvel élan ou même de doper l'activité peut-être commerciale, managériale, décisionnelle en soi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il est important d'avoir un consultant en data dans son entreprise? Alors, tout dépend de l'activité qu'on fait. Mhm. En toute franchise, je pense pas qu'on ait besoin tout le temps d'avoir un consultant data selon l'activité qu'on fait. Mais si on veut amener son activité plus loin et si on exerce une activité qui génère de la donnée, il est vraiment important de songer à un système de stockage en fait de ces données et peut-être voir plus tard comment l'utiliser. Donc avec la présence d'un data scientist ou d'un data analyst pour mieux exploiter ces données-là. Mhm. Donc, tu peux travailler en politique, tu peux travailler en cuisine, tu peux travailler en Alors, en tant industrie que data spécialiste en data, oui, oui, je peux travailler dans tout type et tout type de domaine. d'industrie et de domaine. Ouais. Ok, c'est intéressant ça. Et est-ce que tu peux me donner une mission concrète que tu as faite dernièrement, sans citer le nom de qui que ce soit, mais une mission concrète, t'es parti dans telle entreprise pour faire telle chose. Alors, une mission concrète que j'ai faite récemment, j'ai été dans une entreprise de la place où on avait besoin de moi pour intégrer une équipe qui faisait de la migration de données. Donc, c'était de décommissionner une application qui existe depuis des années, mais qui était plus mise à jour et Ça veut qui dire quoi, décommissionner? décommissionner, c'est juste mettre fin, on va dire, D'accord. à une application interne de l'entreprise qui tourne, qui permet de gérer X ou Y problématiques. Mhm. Et on ne met plus à jour l'application, soit parce qu'on n'a plus les ressources humaines pour Pour le le faire. faire, ou soit parce qu'on veut passer à une technologie récente qui va nous permettre de recruter aussi des profils récents. Donc,
l'entreprise peut décider du jour au lendemain, ou bon, pas du jour au lendemain, mais peut décider, bon, ok, on se sépare de cette application, on la remplace par une nouvelle technologie qui, elle, est en vogue. Dans cette mission, je suis chargé, moi, en fait, de collecter les données, de les stocker dans un datamat, donc de créer un datamat qui allait ensuite permettre au métier... C'est quoi un data quoi? Un datamart. Donc, qui vont permettre ensuite au métier de prendre les bonnes décisions, des décisions stratégiques, de savoir vraiment que disent les données, que dit l'activité, où en est l'activité, et voilà. Mais tu parles de données, mais la donnée, où tu la trouves en fait? C'est l'or noir d'aujourd'hui, je sais, mais ça court pas les rues non plus. Hein. Alors, la donnée, où est-ce qu'on la trouve? Comme je l'ai dit, en fait, quand on a une activité, on génère de l'activité. Selon l'activité qu'on a, pardon, on peut générer de la donnée. Et la donnée, on la trouve partout. La donnée, on la trouve là même dans la rue. On a des caméras qui sont installées dans nos rues, qui, à longueur de journée, vont filmer en fait les passants, les véhicules qui passent. Tout ça, c'est des informations que la caméra va récolter. On a des transactions qui sont faites. Et vous avez accès à ça? Alors, on a accès à ces informations. Alors, on n'a pas accès aux informations des caméras parce que de là, rue. Non, je travaille pas dans ce domaine, mais je vais dire, la donnée, elle est présente à tout instant, partout, selon l'activité qu'on fait, on a accès en fait à l'information. Si on est en banque, on a accès aux informations des clients, aux transactions qui sont faites sur les comptes courants ou sur les comptes de dépôt. Si on est en finance, on a accès aux informations sur les transactions financières qui sont faites partout dans le monde, en temps réel et tout. Si on est en industrie, on a des informations sur les machines, comment est-ce qu'elles tournent bien, est-ce qu'elles sont à plein régime ou pas, qu'est-ce qu'on a produit aujourd'hui, tout ça, c'est de l'information. Et est-ce que toi, tu dois connaître, comment on va dire, pas l'histoire, mais tu dois connaître un peu comment l'entreprise dans laquelle on va t'envoyer fonctionne? Tu sais qu'en communication, tu es obligé d'étudier un peu l'histoire de la marque et tout ce genre de choses avant de faire une stratégie. Pour vous, comment ça se passe? Alors, c'est très important de connaître le métier dans lequel on va bosser parce que c'est ce qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions. Et en tant que data analyst ou en tant que data scientist, alors moi j'ai pour habitude de dire qu'un bon data scientist c'est un très bon data analyst qui est expert en fait maintenant dans le métier parce qu'il sait vraiment comment faire parler la donnée pour accroître l'activité du métier ou pour faire avancer le métier, voilà. Donc peut-être au début on n'a pas besoin, au début on a besoin de savoir manipuler les données. Ensuite on pose des questions au métier, comment vous travaillez au quotidien, quelles sont les informations pertinentes pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire en fait avec cette donnée-là, et nous par la suite on vous accompagne sur la mise en place de ce que vous souhaitez faire en fait avec la donnée. Mais demain, plus on travaille, plus j'apprends sur le métier, plus je deviens moi aussi expert métier, et plus j'affine mes modèles, j'affine mes stratégies en fonction de ce que j'ai appris. Donc c'est pas forcément important au début, mais pour la continuité, c'est très important de connaître le métier. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait j'ai la possibilité de travailler dans tous les domaines, c'est comme ça. Comme on apprend aussi un métier, j'ai travaillé moi principalement dans l'énergie. J'ai commencé dans les médias, j'ai travaillé dans l'énergie, j'ai travaillé dans l'industrie métallurgique, j'ai travaillé dans les assurances, aujourd'hui je travaille dans la banque et Ok, donc tu es partout en fait, tu peux être partout effectivement. Tu as parlé de quelque chose tout à l'heure, tu as parlé de data scientist, data analyst. Quelle est la différence entre un data scientist, un data analyst et un consultant en data? Alors, le consultant data, c'est juste le spécialiste data qui va apporter du conseil au métier, à l'entreprise, sur la façon de gérer les données, sur ce qu'on peut faire des données et même quels sont les différents outils à utiliser ou comment les mettre en symbiose pour pouvoir atteindre l'objectif. Le data analyst, c'est aussi le spécialiste en data. La seule différence, c'est que le consultant, il est vraiment externe, d'où sa casquette de consultant. Le data analyst, il est soit en interne, il peut être aussi externe, ça dépend, mais qui va travailler sur la manipulation, sur la gestion de la donnée et aussi la visualisation de ces données-là. Donc, faut savoir que la donnée, elle est intéressante que quand elle est visualisée. Le métier ou le board dirigeant ne comprend que des graphiques, qu'est-ce que la donnée dit, elle va où, elle se situe à quel niveau, qu'est-ce qui en ressort, combien de chiffres on a fait aujourd'hui. Et toutes ces études statistiques, en fait, en amont, sont faites par le data analyst qui va ensuite les afficher dans un tableau de bord bien beau, bien joli et tout. Et le data scientist, c'est vraiment l'expert métier, mais qui est aussi expert statisticien et mathématicien avec une forte culture machine learning qui, lui, va faire parler les modèles. Ok.
et faire parler les modèles soit pour faire du prédictif, même du préventif selon l'usage en soi. Mais tout ça dans un but précis, permettre au métier de prendre les bonnes décisions et les décisions stratégiques qu'il faut. Ok. Donc, on a un data analyst qui par la suite peut devenir un data scientist et qui peut-être auparavant était un data ingénieur, c'est aussi un autre thème dans le métier. Bon, on n'en parlera pas. Et est-ce qu'il faut savoir coder Attends, avant de parler de code même d'ailleurs, je voulais rappeler en fait qu'on a une chaîne, Photizone AI, qui parle d'intelligence artificielle avec Eunice Akani. Que j'aime bien regarder. Donc, s'il y a quelqu'un qui comprend pas ce que c'est que l'intelligence artificielle, allez regarder Eunice. Et on a lancé un nouveau projet qu'on t'a montré un peu en off, où on compare les métiers, parce que souvent, justement, on sait pas c'est quoi un data analyst, c'est quoi un data scientist, tout ça, c'est un data ingénieur. Voilà. Tout est pareil pour les gens, donc on a lancé un nouveau projet. Il y aura toujours une nouvelle vidéo avec différents métiers, où on va dire, par exemple, RH et Chief Happiness Manager, qu'est-ce que c'est, Social Media Manager, Community Manager, qu'est-ce que c'est, quelle est la différence entre les deux. Et donc, si ça vous intéresse, allez regarder cette vidéo, du coup. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je pense que c'est une bonne initiative parce que franchement, les métiers, en fait, surtout dans le monde de la data, sont légion et il en sort de nouveaux métiers chaque jour et à chaque fois, on finit par s'y perdre. Donc, c'est très intéressant d'avoir une chaîne comme ça ou une rubrique comme ça qui permet de faire la différence et de savoir concrètement tel métier c'est quoi et qu'est-ce qui s'y trouve à l'intérieur concrètement. Et moi, j'adhère à l'idée. Merci. Et dans ton métier, est-ce qu'il faut savoir coder? Alors, c'est une très bonne question. Est-ce que tu sais coder? Alors, ça dépend ce qu'on appelle coder. Est-ce que je sais développer une application de A à Z? Non, c'est pas ce que j'ai choisi. Est-ce que je sais coder? Oui, je sais coder pour faire de la data. J'ai tendance à dire que je fais du Python, mais je fais du Python pour la data. Donc, c'est différent de celui qui va faire du Python pour développer une application web ou développer une application mobile. Ça, j'ai quelques connaissances, mais je sais pas ma spécialité en soi. Et dans mon métier, est-ce qu'il faut coder en tant que data analyst? Pas forcément. Il faut savoir faire beaucoup de SQL. Il faut maîtriser même le SQL, c'est même primordial. Il faut savoir manipuler de la donnée. On n'est pas obligé d'utiliser du Python. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de faire de la manipulation, de la gestion de données. Il faut savoir utiliser ces outils-là. Il faut savoir faire de la stat, donc faire des calculs statistiques. Aujourd'hui, les calculs statistiques, on peut les faire pas forcément en écrivant du code, on peut le faire directement dans un outil et ainsi de suite. Donc, je dirais oui, coder à une certaine échelle. Non. Pour commencer le métier, non. Ou pour apprendre ce métier, non. Il faut pas savoir coder de base. Et j'en connais énormément qui se sont reskillés, donc on parle de reskilling en fait, ou reconvertis, dans la data, mais qui à la base venaient d'un domaine complètement différent ou éloigné de l'informatique. Ok. Et quelles sont les compétences humaines et techniques selon toi qu'il faut avoir pour devenir consultant data? Alors les compétences techniques. Tu as parlé du code tout à l'heure. J'ai parlé du SQL, c'est une compétence très primordiale. Faut aussi connaître un peu de statistiques. Faut aimer aussi les maths parce qu'on pourrait en faire très souvent en tant que data scientist ou data analyst. Des compétences humaines, faut avoir une bonne communication. Faut aimer parler, aimer raconter l'histoire, être proche du métier, aimer faire des réunions surtout, comprendre le besoin des gens et Pourquoi raconter l'histoire? Parce que on raconte l'histoire de la donnée en soi en tant que data analyst. On raconte l'histoire, on écrit un beau storytelling à propos de cette donnée-là, de cette information qu'on a découvert. On parle beaucoup d'insights. Les insights en fait, c'est de l'information à l'intérieur de la donnée récoltée. Que dit cette donnée-là? Qu'est-ce qu'elle raconte comme histoire? Et ça, c'est vraiment important. Et même si on ne peut pas la raconter oralement, on doit être capable de la raconter visuellement sur un beau tableau de bord, un beau reporting. Et c'est ce qui parle au métier, c'est ce que le métier veut. Faut savoir faire des PowerPoint, quoi. Il faut savoir faire des PowerPoint, il faut savoir faire du Power BI, il faut savoir faire du tableau, il faut savoir faire du click, il faut savoir faire du Spotfire et j'en citerai énormément les outils qui sont utilisés aujourd'hui. Et selon toi, est-ce que l'intelligence artificielle est un domaine d'avenir et pourquoi? Est-ce que c'est normal de te poser cette question? Est-ce que c'est normal de poser cette question? On est déjà dans l'avenir là. Non, c'est un domaine important. C'est un domaine d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Et je pense que récemment, les nouvelles qu'on a, les nouveaux outils, les nouveaux modèles qui sont sortis récemment nous le prouvent
qu'on n'a pas fini avec l'intelligence artificielle. Mhm. Il y a même pas 10 ans, quand je discutais, moi, avec les professeurs à propos des perspectives sur l'intelligence artificielle et qui me disaient, ouais, non, l'intelligence artificielle, oui, c'est pas ce que tu crois, on est encore loin de ceci, on est encore loin de cela. 5 ans après, on est bien loin, mais vraiment, on a dépassé ça, on est encore vers la... Ça va tellement vite, donc c'est un métier, c'est une discipline d'aujourd'hui, mais c'est aussi une discipline de demain, évidemment. Et comment tu vois évoluer ton métier dans 5 ans, voire 10 ans? Ah, je n'étais pas prêt avec cette question. Ah, je le vois bien évoluer dans la mesure où aujourd'hui, on a beaucoup d'outils, beaucoup de technologies nouvelles qui sortent chaque année, chaque jour, et qui vont nous permettre d'aller encore plus vite, qui vont nous permettre de faire encore beaucoup plus de choses qu'on n'était pas capable de faire auparavant. On va peut-être beaucoup moins coder, mais on sera quand même là à manipuler la donnée, à faire ressortir l'information, à faire encore de beaux visuels et même à coder autrement. Peut-être plus avec, plus en langage informatique, comme c'est le cas aujourd'hui, mais en langage naturel, à parler, à dire à l'outil, fais-moi ci, fais-moi ça, et la base, pour moi, restera, c'est-à-dire les stats, l'informatique et la connaissance métier vont continuer à demeurer. Est-ce que tu t'épanouis dans ton métier aujourd'hui? Alors, je m'épanouis dans mon métier aujourd'hui, Ça se voit. ça se voit, ça se voit encore plus dans la mesure où il y a quelques années, je dirais que pas mal d'entreprises n'avaient aucune culture data. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est indispensable C'est à un point où incontournable. qui est incontournable. Moi, quand j'ai commencé à l'époque, entre ce que je faisais en cours et pour lequel j'étais enthousiasmé, ce que je découvre en entreprise lors de mes premières expériences, je me dis, mais il y a un fossé. Parce que je me dis, mais en gros, les gens sont pas prêts, en fait. Les entreprises, non, elles ont leur business. Tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Ne me parle pas de data. Mais aujourd'hui, c'est quasiment impossible qu'une entreprise ne parle pas de data ou ne parle pas d'IA. Donc, C'est sûr. une satisfaction, c'est une joie. Et oui. Et est-ce que tu as une anecdote sur ton métier? On en a tous sur nos métiers. Alors, une anecdote sur mon métier de data analyst. Oui, quelque chose qui t'est arrivé dans ton parcours, dans ton travail, par rapport à ton métier. C'est quelque chose d'intéressant qui m'est arrivé quand j'étais dans les tout débuts. Je fais une étude en fait statistique pour un client, donc le client de mon agence, et c'est une étude qu'on doit présenter au client en comité dans quelques semaines. À, une semaine avant, on n'est toujours pas prêt. Une semaine avant, il faut que je reprenne tout parce que tous les calculs que j'ai faits sont pas bons, sont faux. Donc, je vais devoir tout reprendre. Et j'ai mon manager qui va sortir quelques jours avant qu'il va sortir. Voilà. Alors, vous en êtes où? Bah, voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai obtenu. Et qui va dire, bon, ok, on fait avec ce qu'on a. Écoute, ça sert à rien. Là, le temps est déjà. On fait avec ce qu'on a. On passe maintenant au PowerPoint. Donc, le PowerPoint, c'est vraiment faire la présentation, y insérer les résultats de l'étude, les stats et tout, et le présenter au client. Et ça a été une grande fierté parce que mon manager, il le présente super bien. Et à un moment, arrive une question un peu technique qu'on va lui poser et il va se retourner dans la foule. Il va dire, bah en fait, faut le poser. C'est lui qui l'a fait. C'est à lui qu'il faut poser la question, c'est lui qui l'a fait, demandez-le lui. Et moi, dans la foule, là, j'étais là, oh, mais qu'est-ce que moi je vais raconter? T'as dû répondre? Non, mais c'était une blague, en fait. Mais c'était quand même une manière de me renvoyer, en fait, les fleurs, de dire, oui, non, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait, C'est c'était assez gratifiant, reconnaissant. C'était drôle. Et donc là, on va passer une partie introspective. Donc, c'est des questions qu'on va te poser, où tu vas réfléchir un petit peu. D'accord. Et tu vas regarder cette caméra pour répondre. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut se lancer dans le consulting en data? Alors, à un jeune, à toute personne qui souhaite se lancer dans le consulting en data, c'est avoir beaucoup de patience, avoir une bonne communication, une personnalité assez soignée et aimer beaucoup raconter, aimer beaucoup écouter surtout et surtout ne pas hésiter, y aller, y foncer parce que les entreprises elles attendent que ça en fait, elles ont vraiment besoin d'experts, elles ont vraiment besoin de talent et avoir surtout envie de donner de sa personne et de faire évoluer
l'entreprise, de faire évoluer surtout l'activité de l'entreprise. D'accord. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le monde du travail? On a plus de responsabilités parce qu'on a des obligations de résultats. Et c'est vrai qu'en études, on fait beaucoup de recherches, on fait beaucoup d'expérimentations, mais dans le monde du travail, on en fait, je dirais, pas qu'on n'en fait pas, mais on en fait beaucoup moins. On est plus dans le delivery, il faut délivrer du résultat, faut faire avancer les choses, et donc on peut parfois avoir de la pression, mais c'est généralement de la pression positive parce qu'on nous tire aussi un plaisir à, à accomplir en fait sa tâche, à bien la faire et puis à voir que cela a de l'impact. Et qu'est-ce que tu pourrais dire au Christophe d'il y a 10 ans? Qu'est-ce que je pourrais Déjà, il y a dire? 10 ans, t'avais à peu près... t'étais ado, en fait. Il y a 10 ans, j'étais un jeune, Non, jeune t'étais pas ado, adulte. t'étais un jeune adulte. J'étais un jeune adulte. One eternity later. Alors, au Christophe d'il y a 10 ans, je dirais, continue à bosser, continue à croire et ne t'inquiète surtout pas, tout va bien se passer et tu réussiras. Merci beaucoup pour ces 3 questions. J'ai vu que c'était difficile à répondre, hein. C'est vraiment pas des questions, c'est des questions auxquelles on ne s'attend pas, et des questions assez profondes. Non, c'était difficile à répondre, mais c'est avec plaisir que j'ai répondu. J'ai pris plaisir à répondre à ces questions. Merci beaucoup. On tire à la fin de notre échange. On va passer au jeu. Au jeu, oui. Au jeu. Et c'est des questions fermées. Tu réponds par oui ou par non. D'accord. Tout simplement. Peut-on être consultant en data et ne pas aimer les chiffres? Impossible. Du coup, c'est non. Est-ce qu'on te demande souvent de faire parler les données sans qu'on sache ce que ça veut dire? Oui, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent qu'on ait fait parler les données alors que tu n'as aucune notion de ce que c'est comme données, tu sais même pas ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce qu'elles traduisent, et que parfois le client oublie qu'il te faut un peu de temps pour connaître la donnée et pouvoir raconter son histoire. Est-ce que ton entourage pense encore que tu répares des ordinateurs? Oui, ma mamie le pense encore. Donc tu lui dis quoi? Ouais, je répare des ordinateurs. J'ai fait fonctionner son imprimante, elle est toute contente et voilà. Est-ce que tu t'es déjà demandé si l'IA allait tous nous remplacer au moins une fois par semaine? Oui, je me suis déjà posé la question et j'ai même posé la question à une conférence une année à Yann Lequin, donc qui est un peu considéré comme un pionnier dans le monde de deep learning, et je lui ai posé la question, est-ce que dans 5-10 ans, on ne sera pas remplacé par les IA? Et il m'a répondu non. Ouais, c'est du Yann Lequin. Non, et moi, avec mon expérience aujourd'hui, je pense que oui, certains métiers seront remplacés, disparaîtront, mais d'autres métiers seront improve, si je peux le dire en français, on dit améliorer. Améliorer, merci, seront améliorés grâce à l'IA. Et donc non, l'IA ne remplacera pas tous les métiers, mais va faciliter certains métiers. Ok, est-ce que tu penses que les PowerPoint finissent par contenir plus de storytelling que de data? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle, de ce qu'on Non, entend. c'est oui ou non. Ah. C'est ça l'exercice. Oui ou non. Oui. Donc les PowerPoint finissent par contenir plus de storytelling que de data. Non. Je passe à la question suivante. Est-ce que ta famille te demande souvent c'est quoi ton métier d'avenir? Alors que tu as déjà un métier en fait. Non. Est-ce qu'on t'a déjà dit, donc tu travailles dans les trucs d'Elon Musk là, c'est ça? On m'a déjà dit oui. Est-ce qu'on peut travailler dans la data sans forcément passer par les grandes écoles? Alors les grandes écoles, c'est-à-dire les grandes écoles de commerce. Oui. Oui, c'est mon cas. Ok. Est-ce que les biais dans les données sont plus fréquents qu'on ne le croit? Ah oui. Oui. Est-ce que la visualisation des données est parfois plus puissante que les chiffres eux-mêmes? Absolument, oui. Dernière question. Est-ce que la qualité des données compte plus que la quantité? Alors, je dois répondre par oui et non. Oui. Par oui ou non. Je ne vais pas répondre au milieu. Si tu trouves un mot du milieu... C'est super important la qualité, mais c'est encore très important d'avoir la quantité. La quantité. Ouais. Ouais, je m'en doute bien. Merci beaucoup. On s'arrête merci, là. Fabrice. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette fin? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire déjà? On a terminé. Alors, merci. Merci de m'avoir reçu, de m'avoir invité.
Et c'est de vous encourager Merci. à continuer ce que vous faites. Je regarde les émissions de la chaîne et j'aime beaucoup. Et je pense que ce genre d'émission devrait être proliféré pour donner envie aux jeunes de s'inspirer, susciter des vocations chez les jeunes et leur donner le maximum d'informations sur les métiers qui existent, les métiers d'avenir et comment est-ce que ces métiers-là fonctionnent et ainsi de suite. Ok, bah merci beaucoup. Bah, merci Fabrice. Merci d'avoir regardé cette émission avec Christophe aujourd'hui qui nous a parlé de la data, qui nous a parlé de l'échec, qui nous a parlé surtout de l'importance d'avoir une vision, de l'importance d'avoir un objectif, même quand on est adolescent, c'est possible. Il faut pas remettre à demain, c'est maintenant qu'il faut chercher à savoir ce que tu veux faire demain. Et même si tu n'arrives pas au plan A, tu as les plans B, le C, D et ainsi de suite parce que la vie ne s'arrête pas là. Et suscitez-vous des vocations. Si vous êtes parent aussi, que vous avez un enfant à côté de vous, suscitez une vocation, lui proposez-lui plusieurs tableaux, laissez-le choisir, guidez-le, même s'il est excellent dans ce qu'il fait, bah, n'hésitez pas à le manager, à l'encadrer, merci beaucoup, à l'encadrer. Et bah sur ce, je vous dis de regarder l'émission Sophos parce qu'on a parlé des jeunes et de comment il faut apprendre à rêver grand. Et bah merci beaucoup encore, hein. Abonnez-vous, laissez des commentaires et puis le profil de Christophe sera mis dans la barre de description. Il est très ouvert sur la question des jeunes. Bah si vous lui écrivez, il sera apte et prompt à vous répondre. Et bah merci encore. Ouais, je m'étale en merci, c'est pas grave, on n'en a jamais assez. Je vous souhaite d'être en bonne santé et on se dit à bientôt sur Eureka Talent.